Hein, on a parlé de réseaux durables et connectés, territoire rural durable et connecté, ou durablement connecté. Enfin, on va tourner autour de ces notions. Hein. Je vous le dis, l'an prochain, on va être à fond sur la transition numérique et écologique parce que on est en train de tourner autour de ces notions. L'État y tourne aussi. Nous, ça fait un moment qu'on y pense. À la FNCCR, c'est une obsession ancienne. Donc, on va essayer de se donner des éléments de compréhension. C'est quoi un territoire durable? À quoi sert le numérique dans ce cadre-là? Et est-ce qu'on peut faire l'économie de la souveraineté, pour le dire comme ça? Régis Banquet, essayez de nous aider à comprendre. Je prends le micro. Je vais essayer de vous faire comprendre, mais vous distraire aussi parce que c'est presque l'heure de l'apéro et je sais bien que cette journée dure et je vais essayer avec ces quelques mots, bien de souveraineté, sécurité, de compétitivité, d'innovation, bien de vous faire découvrir un peu nos ambitions concernant ces usages derrière l'installation de l'infrastructure. Aujourd'hui, souveraineté, sécurité, pourquoi? Parce que nous avons réfléchi depuis de nombreuses années aujourd'hui. Nous avons souhaité être propriétaires de notre réseau, parce que pour nous, il était important d'ouvrir ce réseau à tous les opérateurs, réseau fibre, réseau THD radio, etc., hein, de façon à ce que bien, tous les opérateurs puissent fournir du service à nos concitoyens. Et derrière, aujourd'hui, déjà depuis plusieurs années, on s'est engagé sur un enjeu majeur qui est la donnée et son stockage. Que fait-on des données, du stockage de ces données, du service de ces données? Donc, quelque part, comment crée-t-on un cloud souverain français, local, Mhm. pour bien faire en sorte que ces données ne soient pas utilisées par d'autres pays ou d'autres sociétés qui peuvent les utiliser à des fins qui ne sont pas toujours louables. Derrière tout cela, bien, c'est tout ce qui est cybersécurité. On voit aujourd'hui que c'est un enjeu très fort. Mais, quand on fait la guerre aujourd'hui, il y a les chars d'assaut, mais il y a aussi les hackers et tous les problèmes de cybersécurité concernant bien, notre souveraineté nationale. Et immédiatement derrière, c'est aussi l'économie, donc la compétitivité et la place majeure qu'occupe aujourd'hui le numérique dans la croissance française et dans la croissance de l'Europe. Donc l'ignorer, ce serait reculer économiquement. Et donc, il faut donner bien à nos créateurs, à notre jeunesse, à nos entreprises, à tous ceux qui peuvent créer, innover, imaginer tout ce que sera demain, eh bien, les moyens de créer tous ces services, d'imaginer tout ce que bien, notre futur pourra offrir à nos nouvelles générations. Et donc, se mettre dans une démarche où aujourd'hui, bien, il faut se dire qu'un gamin qui rentre à l'école maternelle aujourd'hui, pour 80% d'entre eux, leur métier n'existe pas. Et donc, il faut inventer de nouvelles solutions. Et ces nouvelles solutions passent quasiment toutes par le numérique. Alors, je dirais au niveau de notre territoire, nous avons essayé d'imaginer en fonction des besoins, en fonction des souhaits, en fonction de ce que l'on voit de notre territoire, de façon à regarder quels sont aujourd'hui les enjeux majeurs sur notre territoire au doigt, et donc autour de Carcassonne, et offrir, je dirais, à ce territoire euh, tout un panel de services et d'usages qui vont le propulser dans l'avenir et donc lui fournir une attractivité bien différente, un peu singulière et je dirais plus forte peut-être que des territoires voisins. Donc, nous avons imaginé un projet avec tous les partenaires possibles autour de notre table, c'est-à-dire des partenaires publics, des partenaires privés, de façon à ce que bien toutes ces énergies puissent se projeter toutes ensemble, collectivement et concrètement sur des projets d'avenir. C'est par exemple un axe fort pour nous, c'est tout ce qui touche au changement climatique, comment le maîtrise-t-on? Et je rappelle que vous êtes membre du conseil d'administration de la FNCCR et que les questions d'énergie vous sont effectivement familières. Donc aujourd'hui, on a constaté cet été des incendies un peu partout. Comment intervient-on sur un incendie? La première intervention, si elle est la plus rapide et la plus efficace, c'est la meilleure. Et donc, nous avons imaginé sur tous les points hauts que nous avons créés avec le très haut débit radio, installer des caméras avec le service départemental d'incendie pour détecter les départs d'incendie au plus près, avoir une visibilité en direct
aux centrales du SDIS de façon à envoyer les moyens adéquats, nécessaires et qui soient en phase avec l'épisode qui est en train de se réaliser. Pareil pour les inondations. Nous avons été victimes en 2018 d'une catastrophe énorme qui a coûté des vies. On a eu plusieurs décès, etc. Bien, comment demain, sur des endroits stratégiques, des ouvrages d'art, des ponts, des cours d'eau, etc., nous allons mieux maîtriser, bien en passant des caméras reliées soit par je dirais, Wi-Fi, très haut débit radio, très haut débit satellite, etc., ou fibre à des centraux qui vont détecter et, je dirais, en direct, nous donner les informations nécessaires et aussi la mémoire pour l'après, pour gérer ce type d'événement. Donc, un engagement très fort sur, je dirais, la durabilité. Et le dernier engagement très fort par rapport à la durabilité, c'est par exemple l'eau qui est aujourd'hui, la sécheresse que l'on subit tous dans nos départements, comment on utilise mieux l'eau. L'eau, 70% de notre eau, c'est l'agriculture qui l'utilise. Tout simplement pour irriguer et nous faire manger. Donc, comment on fait en sorte que ces 70% d'eau ne soient pas gaspillés parfois par des arrosages massifs ou des irrigations qui ne sont pas faites au bon moment? Eh bien, nous allons, avec la Chambre d'agriculture, travailler avec toute la profession, installer des capteurs dans la terre pour détecter le stress hydrique de la terre et automatiser, je dirais, l'irrigation de façon à ce qu'elle vienne au bon moment, avec la bonne quantité d'eau, et de façon à ce que bien, cette quantité d'eau soit la plus économique possible pour la profession agricole. Donc, pour la durabilité, voilà un peu, je dirais, les pistes que l'on a aujourd'hui, qu'on va développer certainement dans les prochaines semaines et les prochains mois, de façon à adapter, je dirais, cette durabilité du territoire et le numérique qui va avec. Mais il y a aussi tous les services que l'on pourra proposer aux citoyens demain, c'est-à-dire c'est le service public, quelque part, du numérique qui va s'installer dans le territoire à travers, bien sûr, tout ce qui est vidéoprotection, tout ce qui est plateforme d'utilisation des applications métiers pour les collectivités, etc. Bien sûr, la mise en place de data centers publics de façon à protéger nos données et stocker nos données publiques à un endroit qui sera géré par un service public. Et derrière, c'est offrir, je dirais, à ce service public la possibilité d'innover et d'offrir de nouveaux services à la population, comme par exemple à travers l'éclairage public, innovant, etc., etc. Et donc derrière, ce sont bien sûr des emplois qui vont arriver, de nouveaux services et une qualité de vie supérieure pour nos concitoyens, ce qui nous fait penser que peut-être demain, eh bien, notre territoire sera peut-être plus attractif que le territoire voisin et se distinguera pour attirer des entreprises et attirer de la population pour que nous puissions nous développer encore mieux que ce que nous avons fait sur ces dernières années. Merci, merci Régis Banquet, c'était très clair, on l'entend, un territoire durable, c'est un territoire qui anticipe, qui sait piloter ses ressources, qui sait manager les événements. Pour ça, il a besoin de données, il a besoin que ces données soient souveraines pour le coup. Pierre Bordard, un focus s'il vous plaît, consultant senior chez CETIX, un focus sur cette question de souveraineté, parce qu'en fait, on est tout de suite entré dans le sujet. Pour être durable, il faut des données, et pour bien gérer ces données finalement qu'on a créées, ces données locales et publiques en général, il faut s'assurer de leur souveraineté et de leur bonne utilisation. Alors, un focus sur la souveraineté, Pierre Bordard. Alors, un focus sur la souveraineté, mais pas du tout des données. Donc, heureusement qu'un intervenant précédent, Corinne d'ailleurs, je crois, Dufant a bien énoncé que la souveraineté des données, ça passait par la souveraineté des infrastructures et donc des réseaux. Je ne sais pas si les slides vont dérouler. Oui, non, peut-être. Alors, s'ils nous ont été transmis, oui, et je pense qu'ils nous ont été transmis, mais je vais m'en assurer. Hein, introduisez le propos. Ouais. Donc sur la souveraineté, le jeu est parti avec Sébastien d'une phrase que moi j'avais en tête, qui était simplement un petit peu provocatrice, de dire qu'un réseau peut ne jamais tomber en panne et être hacké. Donc, je suis parti un petit peu de ce paradoxe en me disant, bon, finalement, on parle beaucoup de résilience, on parle beaucoup de sécurité, il y a beaucoup de mots, durabilité.
Et donc, on regarde la qualité de service, on regarde la résistance, la robustesse d'un réseau, mais finalement, bon, à la fin, ça peut se hacker quand même, et les sujets ne sont pas exactement les mêmes. Donc, à partir de là, j'ai brodé, parce que on peut à l'infini dérouler des petites phrases comme ça, caricaturales. J'avais pensé à un équipement français, ça peut tomber en panne. Un équipement étranger qui peut se hacker peut ne jamais tomber en panne. Donc on a beaucoup de paradoxes finalement qui font que on peut avoir un réseau résilient et peut-être potentiellement pas souverain. Donc à partir de là, je me suis permis de regarder le poids des mots par rapport au mot pérennité, par rapport au mot durabilité, par rapport au mot résilience qui ont été prononcés. La souveraineté, très clairement, ce qu'elle permet d'apporter, on le voit bien de plus en plus cette année, notamment vers la fin du premier semestre, ont beaucoup été évoquées les questions de défense nationale, de sécurité intérieure, des mots qui ne semblaient pas forcément directement liés à la question de résilience des réseaux télécoms. Pour autant, tout à l'heure, on évoquait, enfin, je crois que c'est Antoine Darod qui évoquait la question du service essentiel, mais le mot essentiel, ça renvoie aussi à des mots utilisés dans la directive NIS 2 justement sur le caractère des opérateurs et des services essentiels. Et moi, je suis bien placé pour le savoir, parce qu'en 2020, c'est ce caractère-là. Alors à ce moment-là, ça ne s'appelait pas encore un service essentiel, mais ça portait d'autres noms. Avec ce caractère essentiel de l'opérateur télécom, on a pu maintenir sur le terrain des techniciens pour le déploiement de la fibre optique, avec une déclaration en préfecture et qui donnait donc une dérogation pour les techniciens pour pouvoir continuer à exercer leur métier pendant le confinement. Donc il y a un réel lien entre la souveraineté et la défense et la sécurité. Je sais pas. Ouais. On est en train de le retrouver. C'est pas grave. Problème. La deuxième chose, c'est que la souveraineté fait le lien avec la gestion des risques. Et ça, c'est important. Vous l'avez aussi dans un élément d'actualité. Vous avez le décret en juillet sur la résilience des réseaux face aux risques naturels. Et donc, ça montre bien que cette souveraineté, par rapport aux autres mots employés, ce mot souveraineté peut ouvrir à ces questions de risques naturels et évidemment de risques humains, puisqu'on a parlé de défense nationale. Donc, dans l'actualité, on voit bien à quoi ça veut en venir. La souveraineté aussi entraîne la coordination des acteurs. Je crois que sur la défense nationale, ça a été dit aussi dans les différents textes. Ça va être important. On va ressusciter un petit peu le côté comité de gestion des crises dans les préfectures. Il y a des questions de savoir justement si les opérateurs d'infra, les OI, peuvent être les opérateurs d'immeubles dans ces comités de gestion de crise. Mais voilà, il y a une véritable réhabilitation de ces questions de comités de gestion des crises. Un point aussi qui me paraît essentiel, c'est que la souveraineté, ça passe, à mon sens, par la maîtrise du circuit de décision. Et ça, c'est pas si évident que ça dans un modèle public-privé. Dans un modèle public-privé, on a chacun d'ailleurs ses défauts. Du côté public, on a la lourdeur d'action par les différentes commissions, les différents votes, les différents avenants à faire passer, parfois donc donc il y a un manque d'agilité. Et du côté du privé, on a quand même aussi une faiblesse dans le circuit de décision, c'est que c'est pas parce que tout est prévu dans le contrat que c'est applicable à l'instant. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont dans le contrat qui sont activables parce que dans un consensus, puis il y a des choses qui sont prévues dans le contrat qui passent par le contentieux. Et malheureusement, quand on a un circuit de décision rapide à avoir en gestion de crise, on ne peut pas se permettre de se dire oui, c'est écrit dans le texte, mais de finalement s'apercevoir qu'il faut en passer par le tribunal pour essayer de faire en sorte que le privé le fasse. Peut-être sur le dernier slide, pour aller vite,
j'en discutais juste avec Antoine sur les schémas locaux de résilience. Le mot n'a pas été prononcé à part par Philippe Legrand, je crois. Ils permettront très certainement de lister les points de fragilité du réseau et les sites sensibles. Ça, j'ai pas trop de doute là-dessus. Ce qui me semble une suggestion, c'est que la souveraineté puisse permettre d'évoquer peut-être des sujets un peu sensibles, mais les matériels utilisés, la durabilité, l'approvisionnement, leurs sources, la maîtrise des infrastructures aussi sur... alors là, ce n'est pas tellement une question de français, européen ou extra-européen, mais on a quand même malgré tout une question de savoir si on est chez nous, pas chez nous. On a très certainement des audits à faire des réseaux sur le degré finalement de maîtrise de l'infrastructure entre celles 100% maîtrisées, celles pas forcément totalement maîtrisées, mais pourtant relativement souveraines, qui est l'infra BLO, qui est quand même le premier propriétaire des réseaux RIP de France, je pense, si on faisait le calcul réellement. Et puis les réseaux où parfois on est carrément chez un acteur étranger en liaison de fibre ou même en IRU, mais dont le capital de l'entreprise peut très bien basculer chez un acteur plus exotique à n'importe quel moment. La souveraineté, je finirai par là, ça doit être aussi une question locale. Je pense que peut-être pareil sur l'actualité, vous avez eu le petit billet de Gilles Babinet qui a fait un peu sourire, mais c'est vrai que la souveraineté, normalement, quand on lit le Larousse, là, le truc du 19e siècle, eh ben, ça prononce des gros mots tels que suprématie nationale, indépendance, voire même essence divine, je crois que c'est marqué dans la définition. Oui, droit divin. Voilà, exactement. Donc, souveraineté, ça veut dire aussi souveraineté locale, hein, pour les RIP en tout cas. Et donc, pour moi, ça passe par des actions concrètes, notamment l'inventaire des fibres optiques noires sur un territoire. Cette notion finalement de fibre un petit peu privée, avec une réhabilitation finalement des notions de réseau indépendant et de GFU tel qu'on a pu le connaître beaucoup plus dans la fin des années 90, mais maintenant c'est remis au goût du jour. Sauf que réseau indépendant sur une fibre noire, ça voudrait dire que la fibre noire existe sur 100% du territoire, sur 100% des RIP. Je vous mets au défi de me démontrer que c'est le cas. Donc, je pense que dans le schéma de résilience, il y aura aussi éventuellement à regarder ces questions-là. Et puis enfin, effectivement, sur le service universel, je suis content, Antoine l'a dit avant moi, Antoine Daron, mais le service universel, ça me paraît aussi un bon moment pour parler de souveraineté, et notamment dans le panier de services qui est prévu sur ce service universel. Finalement, on débat beaucoup au niveau européen de ceux qui veulent pas beaucoup de débit pour pouvoir permettre toutes les technos, et puis ceux qui veulent des débits élevés pour mettre que la fibre. Mais finalement, c'est surtout sur le panier de services, je pense, qu'on peut avoir une certaine souveraineté dans le service universel. Merci beaucoup Pierre Borda. Anaïs Verdery, on reste sur une souveraineté des réseaux puisqu'on va faire un focus sur la notion de 5G souveraine. Voilà, avec vous, et puis la manière dont Alsatis entend répondre aux attentes des territoires qui veulent devenir souverains et durables. Oui. Bonsoir à tous et merci de m'accueillir parmi vous aujourd'hui. Pour bien resituer Alsatis, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, nous sommes opérateurs de télécommunications avec cette petite particularité, c'est que dès le tout début de notre histoire, nous avons été aux côtés des territoires. Aux côtés des territoires pour leur transition numérique, pour être exact. Et puis, nous avons évolué avec eux, nos technologies avec nous. Et de fil en aiguille, on en arrive à tout ce qui va toucher à l'IoT, mais aussi à la 5G, et plus particulièrement à la 5G souveraine, la 5G privée, vraiment par opposition à la 5G publique. On ne parle pas du tout la même chose. J'insiste là-dessus, puisque ça n'a pas du tout été évoqué cet après-midi, sauf erreur de ma part. Non. J'avoue que j'ai pris quelques cafés, donc je n'ai pas tout suivi. Ok. Rapidement aussi, la notion de 5G privée, la question de 5G en termes généraux n'est pas claire pour tout le monde ici. Il faut bien retenir une seule chose, c'est que la 5G va nous apporter quelques caractéristiques assez spécifiques, comme le très haut débit, la criticité, etc. Tout simplement, des caractéristiques qui vont nous permettre d'avoir des usages qui jusqu'ici étaient totalement hors de portée, qu'importe les technologies utilisées jusque-là. Une fois qu'on a dit ça, quand on parle de 5G privé, on va partir de celle qui vous appartient, celle qui vous est dédiée. Et quand on aborde le sujet de souveraineté,
Alors moi, je n'allais pas du tout parler de pouvoir divin ou que sais-je, c'était vraiment totalement au-delà de ce que j'imaginais. Donc, nous, on voit 3 niveaux sur la souveraineté. On la voit au niveau de la nature même de l'infrastructure qu'on met en place, qu'on essaye de faire 100% française dans la mesure du possible. Mais on va étendre cette souveraineté-là sur la maîtrise, sur la résilience et jusqu'à l'usage qu'on fait des données qu'on récolte via tous les cas d'usage qu'on peut mettre en place. Ce qu'il faut voir sur la 5G, sur l'infrastructure, c'est que ce n'est pas une technologie qu'on met parce que ça sonne bien et parce que ça va nous permettre de déployer des usages. Il faut vraiment réfléchir à l'inverse et se demander, mais qu'est-ce que j'ai besoin, enfin, quels sont les différents usages dont j'ai besoin au niveau de mon territoire? De là, quelle infrastructure est-ce que je mets en place derrière? La 5G au milieu de tout ça, au milieu des réseaux IoT, c'est un vecteur supplémentaire, c'est un moyen, c'est vraiment un accélérateur d'usage, voire d'innovation, dans un contexte mondial qui aujourd'hui est tendu, dans lequel on a besoin d'autonomie, et puis dans un contexte mondial au milieu duquel la question écologique est finalement assez complexe aussi. Et j'en arrive quelque part à cette notion de durabilité, c'est comment est-ce que cette 5G qu'on appelle privée, qui est souveraine, va pouvoir contribuer au territoire connecté et au territoire durable. Encore une fois, la réponse est simple, c'est vraiment par les usages. Et parmi les usages vraiment en lien avec la transition écologique, alors je ne vais pas m'attarder sur tous ceux qui ont déjà été évoqués encore une fois cet après-midi, avec la qualité de l'air, avec le suivi de l'éclairage public. On pourrait faire des tables rondes entières juste sur ces usages-là. À vrai dire, on va les retrouver dans tous les territoires connectés et durables. Mais si on parle de 5G là-dedans, c'est parce qu'on va pouvoir s'intéresser à des nouveaux usages, encore une fois, jusqu'ici totalement impossibles. On est vraiment limité uniquement par notre imagination. Et l'imagination, elle est bien mignonne, mais la réalité nous rattrape beaucoup. Je pense notamment à tout ce qui se passe en Gironde avec les feux de forêt. Aujourd'hui, la 5G nous permet d'avoir des analyses très haut débit de flux vidéo, notamment de caméras spectrales, qui nous permettent d'anticiper des feux de forêt, de les détecter bien plus rapidement. Ça ouvre quand même la voie à de toutes nouvelles possibilités. Je parle de feux de forêt, mais toujours pour aider typiquement les forces de secours, on va pouvoir se projeter au milieu de l'action dans les feux en question et le permettre de bénéficier d'infrastructures de communication résilientes, efficaces, des grands échanges de données pour lutter plus efficacement contre ces désastres-là. Ça, c'est vraiment encore d'autres éléments. Et je parle aussi de 5G nomade, parce qu'on n'a pas la fibre partout, on ne s'est pas relié à chaque arbre au milieu des petits bois. Et donc, ce sont ces solutions-là qui vont pouvoir nous aider par rapport à ça. Et puis, je déjeunais ce midi avec le directeur du cabinet de la mairie d'Aurillac, qui ont raconté que sur le festival des arts de rue, si je ne me trompe pas sur le nom, que je ne connaissais pas d'ailleurs jusqu'ici, ce sont 120 000 personnes qui ont été présentes sur Aurillac. Alors, on se doute bien que sur Aurillac, la 5G, c'est pas forcément ça, et les réseaux de communication nécessaires aux forces de sécurité pour assurer la sûreté, pour assurer la santé de tout ce beau monde-là, eh bien, c'est un sacré sujet. C'est typiquement des usages qu'on pourrait également adresser avec cette notion de 5G privé. Un territoire qui s'équipe de 5G privé, c'est un territoire qui devient souverain par rapport à ça, qui en maîtrise et qui va pouvoir vraiment faire face à toutes ces actualités climatiques et toutes ces actualités politiques également dans lesquelles on évolue. Pour le mot de la fin, on décrit souvent, parce que ça, je l'entends beaucoup, OK, mais le lien entre 5G et environnement, ce n'est pas forcément une évidence. Certes, peut-être sur les réseaux, mais enfin, les usages évoluent de toute façon, donc ils évolueraient qu'importe les technologies. À usage donné, on est quand même bien moins énergivore. Et si on se rapproche à tout ce qui est rendu possible avec ces 5G-là, on peut quand même entrevoir tous les vertus et les bénéfices à retirer de ces nouveaux réseaux. Merci pour votre attention. Merci Anaïs Verdery pour Alsatis. Alain Ril, directeur territorial d'Enedis dans le Cantal. On va rentrer sur la question vraiment de l'énergie. On y reviendra avec Régis Banquet tout à l'heure. Donc, numérisation massive du secteur de l'énergie, management par l'information des ressources énergétiques. Racontez-nous comment aujourd'hui on doit piloter l'énergie. Bien, oui. Bonjour, bonsoir à tous et bravo d'être resté aussi longtemps. Alors, juste un petit mot personnel. L'attractivité du Cantal, j'en suis sans doute un exemple. Ça fait 11 ans que je suis là. Je
pensais y rester 2-3 ans, 4 ans peut-être au maximum. Et voilà, 11 ans que je suis en poste. Alors, parfois je dis, si vous venez dans le Cantal vous installer, attention, vous risquez de ne pas en repartir. C'est un risque qu'il faut assumer. Mais c'est vrai que c'est un territoire très attachant. Donc effectivement, j'ai le plaisir d'être ambassadeur d'Enedis dans le Cantal. Mais vous avez compris, je suis aussi un ambassadeur du Cantal dans Enedis. Voilà, Enedis, c'est une entreprise nationale. Je pense qu'on va voir quelques slides qui vont filer. Une entreprise nationale qui fait quoi? Qui gère le réseau de distribution. Le réseau de distribution d'électricité, on dit parfois moyenne, basse tension, hein, c'est le 230-400 ou le 20 000 volts. Et c'est un réseau public, un réseau qui est géré de manière collective sur l'ensemble du territoire français. Alors, sous l'autorité, en revanche, des collectivités locales. C'est un réseau public national géré par les collectivités locales. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce service public? Eh bien, il permet de prime abord, et essentiellement, c'est ça notre mission, que chacun ait l'électricité dont il a besoin 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà notre mission principale et c'est ce à quoi nous nous attachons toute l'année, et y compris les jours fériés quand il y a des pannes. Nos techniciens sont présents et interviennent pour rétablir l'électricité, car tout le monde dans l'entreprise est consciente du service que rend l'électricité et que l'absence de ce service peut être effectivement dommageable pour tous, y compris pour le numérique. Alors, c'est un réseau public qui, en fait, est également au service de la transition énergétique. Et c'est là où, effectivement, intervient une grande partie de notre déploiement numérique, j'allais dire. Vous savez, la transition énergétique, c'est à la fois des moyens de production, on en parlera tout à l'heure, je crois, avec Total Énergie, mais c'est aussi des moyens d'économiser l'électricité. Un kilowattheure qui n'est pas consommé est moins cher à produire, quoi, en gros. Hein. Voilà, donc il faut aussi savoir comment économiser et suivre l'économie. Hein. Donc on a mis en place effectivement un compteur communicant. Ce compteur communicant, on en a dit beaucoup de bien, on en a aussi dit un peu de mal parfois à tort, parce qu'il y a une méconnaissance de cet outil. C'est un outil, compteur Linky, qui permet d'avoir une connaissance de sa consommation. Alors, on dit parfois en temps réel, la vérité c'est que c'est uniquement le lendemain. J'ai lu encore récemment un article qui disait cette bêtise. C'est pas en temps réel, c'est pas à la seconde par seconde, c'est le lendemain, vous avez le résultat de votre consommation de la veille. C'est quand même mieux que de l'avoir tous les 6 mois. Voilà en gros une précision que je vous tenais à apporter, qui est souvent mal comprise. Donc, ce compteur-là, pourquoi est-ce qu'il est important dans la transition énergétique? C'est qu'il permet aussi aux collectivités d'avoir une vision globale de la consommation, je dirais jour par jour, mois par mois, etc., dans certains secteurs. Et c'est avec ces données qui sont mises à disposition des collectivités locales qu'on va pouvoir. Il n'y a toujours pas de diapo, c'est pas grave. Et donc. Oui, c'est la soirée. Voilà. Donc, ces données collectées sur les compteurs. Alors, Michel Tessido, je crois, je ne vais pas non plus complètement déflorer le sujet. Donc, c'est vrai que ces compteurs permettent maintenant d'avoir un suivi de la consommation, une mesure de l'efficacité de certaines actions, et sans doute que le syndicat départemental d'énergie le précisera. Voilà, en tout cas, Enedis, vous aurez les chiffres peut-être au tableau, c'est 4,4 milliards d'investissements par an sur les réseaux, hein, dont au moins 1 milliard pour permettre la transition énergétique en renforçant les réseaux, en les rendant plus résilients, en les modernisant d'une certaine manière. Voilà en gros ce que je voulais vous dire. Et allez sur notre site enedis.fr, vous avez un menu collectivité locale et vous avez là-dessus un nombre de services assez impressionnant pour vous faciliter la vie et pour vous accompagner dans les projets que vous aurez. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Merci, merci. Merci beaucoup, Alain. Pardon pour les slides, mais il y a eu une série de couacs cet après-midi. On vérifiera ça. De toute façon, tous les slides seront mis à disposition naturellement sur le site de Ruralytic, mais tout n'est pas remonté. Je te prie de m'en excuser. Mais on comprend bien par ton exposé à la fois qu'il y a une massive numérisation du secteur de l'énergie. C'est-à-dire qu'on n'imagine plus aujourd'hui gérer ces flux-là sans le système d'information qui va avec. Et que dès lors, Linky aujourd'hui, c'est ce qui permet de nourrir en données ce pilotage énergétique. Alors,
Et c'est le seul moyen d'entrer dans la sobriété. Si on ne sait pas ce qu'on dépense, si on ne sait pas ce qu'on consomme, si on ne sait pas où va l'énergie, on est incapable de piloter son Tout à fait. comportement C'est énergétique. une sorte de pèse-personne communicant qui nous dit tous les jours combien on pèse, si on a trop mangé ou si on n'a pas assez mangé. Et puis on peut suivre son régime de consommation. C'est ça. Je vais peut-être pas essayer de monter sur mon Linky tout de suite, hein, d'abord parce qu'il est accroché au mur, mais on comprend l'image effectivement. Première piste effectivement de la sobriété énergétique, enfin en tout cas d'une durabilité énergétique des territoires, c'est la maîtrise de ces dépenses. L'autre piste, c'est aussi peut-être de produire des énergies. Alors, on parle souvent des aménités rurales et de la capacité que la ruralité a de produire des choses pour tout le monde, les ruraux, mais aussi les urbains. Anna Rosic, Total Énergie Renouvelable, comment ça se traduit chez vous? C'est quoi la stratégie au niveau des énergies renouvelables et puis le rôle naturellement de la data et du numérique là-dedans? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, merci déjà pour cet accueil dans cette édition 2022 de Ruralitique. Alors, effectivement, Total Énergie est une compagnie multi-énergie. On fait partie de la branche énergie renouvelable qui est en fort développement. On est plus de 500 en France, répartis dans 17 agences. Alors, 17 agences, pourquoi? Pour être au plus proche des territoires et notamment des territoires ruraux qui sont des territoires clés pour la transition énergétique, mais pas que. Également pour la transition écologique et la transition agricole que vit actuellement la France. Alors, comment finalement on concilie cette transition à trois volets? En considérant que sur un même foncier, sur une même zone, on va cumuler des usages. On va avoir un usage qui prédomine, un usage naturel et souvent en territoire agricole, en territoire rural, ça va être une utilisation agricole. On va y trouver également des fonctionnalités écologiques plutôt naturelles. On va parler de haies bocagères, de prairies, de zones humides. Et si certains critères sont réunis, on va également pouvoir donner une autre vocation supplémentaire à ce foncier-là de production d'énergie renouvelable. Donc, de quels critères on est en train de parler quand on parle de ces cumuls d'usages? C'est justement à ce moment-là que nos outils informatiques, que nos outils numériques, là on parle vraiment de SIG, de système d'information géographique, en alimentant avec de la data, des données, vraiment des couches, des calques que l'on va appliquer, on va pouvoir déterminer de façon assez brute le potentiel d'un territoire en termes de production d'énergie renouvelable, que ce soit de l'éolien, du solaire, de l'hydroélectricité. Ça part toujours d'une analyse cartographique avec des datas qui sont de plus en plus complexes, de plus en plus riches également. Donc finalement, quels sont ces critères? Ça va dépendre de la cible. Alors, quand on parle d'un projet éolien, on va avoir des critères bien précis, notamment d'éloignement des habitations. On va être à un minimum 500 mètres. On va également prendre en compte toutes les données liées au couloir aéronautique, couloir aérien que l'on va avoir dans le ciel. On va avoir tout ce qui est données, radar Météo France qui vont avoir, en tout cas pour nous, c'est une contrainte à prendre en compte puisqu'on va devoir respecter certains éloignements ou au contraire des zones qui vont être complètement exclues d'un potentiel. Sur des projets solaires, on va être sur des critères qui sont un petit peu différents. La topographie, l'orientation, l'ensoleillement, pour le vent, évidemment, les données de vent que je n'ai pas évoquées. Et puis, on va retrouver des critères qu'on va cartographier, notamment la capacité du réseau électrique français à pouvoir injecter cette électricité produite dans le réseau à un instant T, mais aussi en anticipant les travaux à venir, les créations de postes, qu'ils soient publics ou privés, qu'on va pouvoir finalement envisager ensemble avec les territoires. On va retrouver également des datas liées à l'environnement, au zonage réglementaire que vous pouvez connaître et retrouver dans vos territoires, des zonages Natura 2000, des zonages SNIEF, et il en existe vraiment beaucoup. On va avoir des données également liées au paysage, la présence dans certains territoires de plus ou moins de monuments historiques classés, inscrits, des sujets de covisibilité, des sujets de classement UNESCO vont avoir un impact direct sur les analyses de potentiel de développement d'énergie renouvelable sur un territoire donné. Alors finalement, quel est le rôle du territoire? Quels sont le rôle des collectivités
territoriale dans ce travail-là. Alors, la plupart des collectivités territoriales ont déjà mené des analyses, des démarches de planification territoriale en termes d'énergie. On a parlé de démarches TEPOS, de PCAET, d'Agenda 21, et vont pouvoir mettre en balance ce diagnostic de potentiel de leur territoire avec les besoins de consommation de leur territoire et également les choix politiques qui vont être faits localement, dont on tient compte et qui se traduisent dans les documents de planification que l'on cartographie et que l'on intègre également à notre travail de prospection cartographique. Alors, effectivement, ce rendu cartographique, il est très factuel, très cartésien. On a des cartes, on a des zones qui sont présentées au territoire et qui vont finalement n'être qu'un support pour pouvoir instaurer un dialogue territorial avec toutes les parties prenantes du territoire. Je précise bien toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les élus, le monde agricole, les riverains, les citoyens, les associations. Et finalement, ce dialogue territorial, ces échanges avec les parties prenantes, c'est de la concertation qui démarre très tôt, avant même d'avoir considéré qu'une zone est un projet, vont nous permettre d'identifier des éléments, des critères qui sont non cartographiables. Et c'est là où on va parler d'acceptabilité d'un territoire. C'est un projet qui présente pourtant de façon très brute un vrai potentiel sur un territoire. Ben, finalement, ne vont pas se transformer en projet parce qu'il y a des éléments beaucoup plus subjectifs qui sont liés à l'histoire de chaque territoire, à ses volontés et à son appétence pour telle ou telle énergie. Un dernier mot sur finalement un élément qui n'est pas forcément un lien avec le territoire, mais avec l'attractivité, c'est celui du partage de la valeur. C'est-à-dire qu'au début, j'expliquais que sur un même foncier, on allait trouver plusieurs usages, un usage agricole, un usage écologique, un usage de production d'énergie renouvelable. Finalement, on a un enjeu aussi de déjouer cet individualisme qu'il peut y avoir avec une zone bien localisée qui est sur un territoire et qui sera visible bien plus loin que cette zone-là. Partager la valeur du projet par des mécanismes existants ou à inventer va permettre aussi d'ancrer durablement les projets dans un territoire. Alors, on parle de campagne de financement participatif, finalement ça c'est assez courant et ça se fait sur tous les projets, mais je pense, et chez Total Energy, ça fait vraiment partie de notre ADN, que de partager le projet, c'est-à-dire partager l'actionnariat, partager la gouvernance et partager le développement, co-construire un projet avec le territoire pour qu'il soit ancré durablement et qu'il y ait une appropriation de tous. Merci beaucoup Anna Rosic. On l'entend là encore, l'analyse des données permet de mesurer le potentiel énergétique renouvelable d'un territoire. Derrière, on travaille sur de l'humain, donc sur de la concertation et l'acceptabilité qui est une clé du sujet. Michel Tessédou, en tant que président du syndicat départemental d'énergie du Cantal et ardent défenseur des aménités rurales et de ce que justement nous, territoires ruraux, pouvons produire pour les autres. Voilà, comment vous regardez cette manière d'aborder le sujet, puis comment vous regardez plus largement cette question de la durabilité des territoires et de leur souveraineté. Bien, merci de m'avoir invité. J'espère que vous avez encore un peu d'énergie parce que c'est de ce sujet dont il faut parler avec une vision prospective et stratégique, car nous ne résisterons pas à la nécessité de produire toute l'énergie dont les besoins de consommation ne cessent de croître. Et oui, on consomme de plus en plus d'énergie électrique et notamment à cause du numérique. On n'en produit pas tout à fait autant qu'il en faudrait. Et on n'est pas en capacité de dire qu'on pourra satisfaire les besoins et que les courbes seront bien parallèles et bien positives. Donc, moi, je dis que nous avons une responsabilité dans tous les territoires français en termes de souveraineté nationale, de responsabilité énergétique et d'autosuffisance énergétique. Car pour moi, on parlait d'indépendance, mais je pense que le mot autosuffisance est un mot qui parle bien au grand public. Et moi, en tant qu'agriculteur, j'ai participé avec les lois d'orientation de 1960 à la conquête de l'autosuffisance alimentaire. Et je dis qu'elle n'est pas pérenne, pas plus que n'est pérenne la souveraineté sanitaire. Le Doliprane chinois, on l'a découvert dans le Covid. On pourrait multiplier les exemples où la souveraineté est à reconquérir et à pérenniser. Alors, comment fait-on ?
Et moi, je pense qu'en termes d'énergie et grâce au numérique, la première utilisation qui doit être faite du numérique, c'est la sobriété énergétique. Comment fait-on pour réduire la consommation d'énergie électrique? Ensuite, merci Enedis, monopole d'État, entreprise publique, ils sont en train, grâce à Linky, d'apprendre la gestion des doubles flux des électrons, parce que dans le temps, il n'y avait qu'un sens, c'était vers celui qui soutirait. Maintenant, il y a celui qui soutire, eh bien, il injecte, parce qu'il a 3 panneaux sur le toit. Et donc, la gestion des réseaux devient très compliquée. Grâce au Linky, on va y arriver. Quand il y aura des grappes un peu partout, numérisées, qui permettront au dispatching de maîtriser la totalité des tensions sur l'ensemble des réseaux. Ça, c'est un vrai sujet. Donc, moi, je crois aussi beaucoup à la nécessité d'aller vers de l'autoconsommation, qui est la possibilité résultant de l'autoproduction. Car mes grands-parents, qui étaient agriculteurs, étaient dans une économie d'autarcie, où le marché était le périmètre du temps qu'il fallait pour y aller à pied. Maintenant, on est dans la mondialisation. La mondialisation nous fait découvrir que les souverainetés nationales sont bousculées et qu'il va falloir les reconquérir, bien sûr à l'échelle de l'Europe, mais chaque citoyen, me semble-t-il, doit avoir ce réflexe de souveraineté par ses actes, par ses comportements, par la production ou l'autoconsommation de sa production. Un décret vient de sortir où on peut faire de l'autoconsommation virtuelle à partir d'un site de production sans qu'on dirige les électrons vers les usagers. Grâce à Linky, on est capable de défalquer de la facture la partie autoproduite. Allons-y, allons-y, ça c'est extrêmement intéressant. Sans le numérique, on ne peut pas le faire. Demain, il y aura, grâce à l'agriculture et à la société qui comprendra, j'en suis persuadé, qu'on peut avoir une activité de production agricole compatible avec une production d'énergie électrique, tout à fait compatible, l'une pouvant être la solution à l'autre et réciproquement. Je pense à la vigne protégée par des ombrières de panneaux photovoltaïques. Je pourrais citer d'autres exemples. Tout ceci laisse à la fois plein d'espoir, plein de perspectives, mais nécessite responsabilité, solidarité, péréquation nationale et un peu de courage. Merci, merci Michel Teyssedou. Je crois que c'est clair. Après une intervention de Michel Teyssedou, de toute façon, on se dit que c'est très clair. Ça va venir. Toujours sur ces sujets, Jean-Baptiste Drexler est donc dernier intervenant juste avant le mot de la fin de Régis Banquet sur vraiment cette question effectivement des données. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué de Géoptis, filiale du groupe La Poste, et Géoptis essaye d'accompagner les collectivités dans l'identification des données les plus pertinentes en vue de leur attractivité. L'énergie en fait partie, la sobriété du territoire évidemment. Je vous laisse nous raconter. Ok, merci Sébastien, et tout d'abord merci pour l'invitation et pour l'accueil. Je suis ravi de participer pour la 2e fois aux tables rondes de Ruralytique. Alors peut-être une petite présentation de Géoptis, effectivement une filiale de groupe La Poste qui a été créée et incubée par La Poste il y a 5 ans aujourd'hui. On a fêté notre 5e anniversaire au mois de mars, avec pour ADN de développer des solutions au service de la connaissance, de la gestion et de l'attractivité des territoires. Et ce, avec 2 leviers, la définition et le pilotage des politiques publiques. Et le deuxième, c'est la gestion du quotidien avec des solutions au service de cas d'usage très directs. On y reviendra un peu plus tard. On essaie d'agir sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la maîtriser dans son intégralité, depuis la collecte jusqu'à la restitution de la donnée, en permettant de la restituer de manière simple, rapide, collaborative, intuitive et surtout intelligible pour qu'elle puisse être partagée et exploitée de tous. Révéler la donnée territoriale pour la mettre au service des collectivités, c'est grosso modo le credo de Géoptis. Alors pour ce faire, on se base sur 2 assets, 2 principaux actifs. On a la chance d'être une filiale du groupe La Poste, et La Poste, elle a des voitures jaunes qui circulent un petit peu partout tous les jours et qui nous permettent d'être un aspirateur à données et de collecter de la donnée en tout point du territoire. On y installe différents types de capteurs, des caméras, des capteurs de déperdition thermique, des capteurs de particules fines, enfin de pollution, etc. Et ce qui nous permet de remonter une collectée directement au cœur des territoires. Et on parlait de durabilité à l'instant, le tout en toute neutralité carbone, puisque c'est des voitures qui circulent déjà tous les jours. Donc c'est le côté positif de la solution.
Le deuxième point, c'est une plateforme de restitution cartographique, parce que c'est sympa de collecter de la donnée, mais il faut pouvoir l'exploiter, la contextualiser, y ajouter de la donnée en open data, des données de la collectivité, enfin, tout ce qui peut peupler l'écosystème des données à disposition. Et on a une plateforme qui permet de manière intuitive de restituer la donnée pour les collectivités avec différents outils ou décisionnels ou qui permettent de faire du benchmark. Un portrait robot, une vision à 370 territoires, des tableaux de bord. Tout à l'heure, le maire Cotonnin disait il n'y a pas une ruralité, il y a des ruralités. Savoir se benchmarker, se comparer, se positionner, arriver à connaître ces différences, à la fois pour se distinguer et favoriser son attractivité, mais aussi parfois pour pouvoir agir ensemble. Il n'y a pas une ruralité, mais plusieurs. Alors, quelques exemples de données au service des territoires durables et intelligents. Je vais du coup faire un petit focus sur les données qu'on est en capacité de collecter. Euh, on a des capteurs de mesure de couverture de qualité des réseaux de téléphonie mobile. Alors, on ne va pas revenir sur tout ce qui a été dit cet après-midi sur le caractère souverain de la couverture mobile et la connectivité territoire. Mais ce qui est intéressant dans cette solution, c'est qu'en allant la collecter au cœur des territoires, rue par rue, au rythme d'une tournée de facteurs, on a une granularité de mesure qui est extrêmement fine et qui permet d'appréhender vraiment tous les phénomènes locaux autour de la connectivité numérique. Et puis on contextualise cette donnée, savoir si elle concerne 3 bovins ou 3 habitants, ben c'est quand même un élément structurant pour pouvoir arbitrer sur des implantations d'antennes. C'est notamment dans le cadre du New Deal qu'on avait développé cette solution. On évoquait tout à l'heure les armoires de fibres. Ben, en faisant une vigie des armoires de fibres, en voyant leur dégradation, on travaille avec Valoise du numérique d'ailleurs sur ces sujets, on est en capacité de voir si elles sont encore en bon état de fonctionner, parce qu'une fois installées derrière, elles ont une vie, des dégradations potentielles. On oublie aussi en termes d'attractivité du territoire et d'enjeux de durabilité et de liens économiques et sociaux la voirie. Nos routes, c'est le premier moyen de communication qui nous relie tous les jours pour se voir, pour être là en physique, en présentiel. C'est quand même plus agréable que de faire ça par Teams de manière assez courante aujourd'hui. Et donc, du coup, la route, c'est un vrai enjeu de durabilité pour le territoire. Vous mettez une caméra sur une voiture de facteur, vous filmez les poules, les fissures, les faïençages, vous arrivez à noter les réseaux, à faire des préconisations de travaux sur un budget qui représente 9% des dépenses du bloc communal. C'est quand même intéressant que de pouvoir générer des économies substantielles. Après, je ne reviendrai pas dessus, ça a déjà été souligné par Anis tout à l'heure, mesure de la qualité de l'air, etc. J'en ajouterai peut-être une, les mesures de déperdition thermique. Les données Linky, c'est hyper intéressant. On ajoute à ça un cadastre thermique du territoire avec une caméra qui permettra de savoir où sont les passoires. On a une variable complémentaire qui va aider et soutenir un arbitrage sur la priorisation des politiques de rénovation énergétique. Tout un tas de données qu'on est capable de collecter. Je réagis juste sur ce que disait tout à l'heure Régis Banquier par rapport à l'intervention sur les incendies, les inondations. On peut aussi imaginer avec ces écosystèmes de données que d'arriver à aider les collectivités à faire leur plan communal de sauvegarde. On voit ce qui s'est passé en Corse récemment. C'est des éléments utiles que de savoir où sont les actifs, où sont les points de risque, comment intervenir, et recenser ça dans un outil cartographique dédié. Bref, plus qu'un simple outil de mesure de l'efficacité des politiques publiques, la donnée territoriale, en fait, elle éclaire et elle nourrit l'action des territoires. Et elle s'exerce à travers toutes les compétences de la collectivité. Alors, juste pour élargir un peu le spectre par rapport à la notion de durable et de souverain, la donnée est utile au durable et au souverain, mais en termes de durabilité, je dirais que disposer d'outils de visualisation cartographique d'une donnée riche, c'est aussi arriver à conjuguer la vision de court terme, de long terme, de moyen terme sur des territoires qui sont constamment mouvants. Et du coup, là, il y a un vrai enjeu de durabilité parce que la décision qu'on prend aujourd'hui aura des impacts demain sur un territoire qui, en même temps, continue à vivre et à évoluer. Et en termes de souverain, je rejoins complètement ce qui a été dit sur la sécurité des réseaux, leur propriété, l'ombre des GAFAM qui planent sur nous. Mais moi, je vois aussi dans la souveraineté autour de la donnée territoriale le fait qu'en dotant la collectivité territoriale d'un outil qui lui permet d'établir ses politiques publiques, on la fait gagner en autonomie, en agilité et donc en souveraineté. Et ça, je pense que c'est un levier essentiel. C'est ce que soulignait tout à l'heure Antoine. C'est vraiment un outil pour aller plus loin. Et du coup, en résumé, ben, la connaissance, c'est le pouvoir. Voilà. Et je pense que le donner à la main de la collectivité avec des outils bien ciblés, bien calibrés, ça peut accompagner leur quotidien. Merci beaucoup Jean-Baptiste Drexler. Régis Banquier, le mot de la fin, ce que vous avez entendu, on a balayé assez large ce spectre. Est-ce qu'on peut dire que l'Aude, c'est un petit peu ce laboratoire, votre projet de territoire est une forme de laboratoire d'un territoire durable et souverain? C'est ce que vous avez en tête? On le souhaite. On le souhaite et on souhaite que ce laboratoire se généralise au niveau national. Hein. C'est pas
le but du jeu pour nous, c'est avant tout, on le voit aujourd'hui, cette maîtrise de la donnée, cette maîtrise que je qualifierais de public au sens large, en associant bien sûr le privé à tout ça. Cette maîtrise de la donnée, pour se projeter dans l'avenir, elle nous oblige à réinventer comment nous travaillerons demain ensemble, public-privé, en inventant de nouvelles gouvernances pour être agiles, pour ne pas subir les affres de ce que peut être une collectivité lorsqu'on entendait au sens ancestral du terme où on met 10 à 12 mois à prendre une décision. Hein. Donc, c'est ce qu'il faut aujourd'hui gommer et essayer d'aller beaucoup plus loin et partager avec le privé à la fois la démarche, mais je dirais à la fois aussi les revenus et les bénéfices. Parce que un territoire ne peut pas se contenter d'avoir des opérateurs, des développeurs, des entreprises privées qui viennent s'installer ou installer des infrastructures pour, je dirais, fournir du chiffre d'affaires à leur entreprise. Il faut que ce soit dans une co-construction, un partage. Je suis très heureux d'entendre Dr Énergie, Alsatis, etc. être dans cette démarche-là. Parce que c'est à travers ce partage, cette co-construction, bien que nous pourrons arriver à franchir et à relever ce défi de construire le territoire de demain pour nos concitoyens, un territoire où il faudra que toutes ces données bien, ne nous commandent pas, mais nous aident à prendre les bonnes décisions pour que nos concitoyens vivent mieux demain. Parce que, et je vais peut-être détourner un peu, mais c'est l'humain avant tout qui doit commander, choisir, projeter notre société dans une vie meilleure demain. Ce n'est pas les données qui doivent nous guider et nous commander. Donc les données, il faut les maîtriser, il faut les avoir, il faut les triturer, il faut en être propriétaire et ne pas subir, je dirais, de captation de données par les GAFAM. Mais il faut que nous, alors, politique au sens large du terme, c'est-à-dire chefs d'entreprise, élus, associations, etc., qu'on puisse collectivement bien utiliser de nouveaux moyens de gouvernance, de nouveaux moyens de structuration pour se projeter. Par exemple, nous faisons une CEMOP, par exemple, pour les usages du numérique, de façon à avoir une structure agile qui prenne des décisions rapidement et qui n'ait pas besoin de passer par des commissions, des structurations de collectivités qui retardent le projet, etc. C'est réinventer une nouvelle façon de se comporter collectivement pour que, à la fois collectivité, chefs d'entreprise et associations, nous puissions travailler collectivement parce que c'est l'humain qui doit commander. Et je reviens par exemple à la cartographie ou au SIG. Dans le département de l'Aude, si vous superposez toutes les cartographies, il reste 3 hectares pour faire du photovoltaïque et 0 pour faire de l'éolien. Voilà, je vous le dis comme l'État nous l'a dit à la première réunion. Donc, nous avons bien essayé de bouger, je dirais, la DDT de façon à ce que, eh bien, dans les 10 années à venir, nous puissions faire au moins 1000 hectares de développement, d'énergie renouvelable pour que, eh bien, notre territoire aussi puisse bénéficier à la fois de cette nouvelle énergie, parce que nous en aurons besoin, comme l'a dit mon collègue président, eh bien, on a des besoins de plus en plus importants, ne serait-ce qu'avec la nouvelle mobilité électrique que nous aurons à partir de 2035. Et tout cela, eh bien, il faut le construire non pas chacun dans son coin, mais collectivement, privé, public, de façon à ce que nous allions beaucoup plus loin dans l'imagination que nous faisons de demain. Voilà. Ce ne sont pas les données cartographiques qui s'imposeront à vous, on l'entend bien, mais vous en ferez quelque chose, on l'entend également. Eh bien, merci à toutes et à tous.